Il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui te dit de rester calme ou de te détendre, si seulement c'était aussi simple. Non mais arrête de stresser, ça sert à rien. Mais en fait, c'est juste le type de phrase que toutes les personnes stressées ne supportent pas d'entendre et toutes les personnes anxieuses ne supportent pas d'entendre. Les situations, elles sont universelles. Elles dépendent aussi de votre entourage. Mais l'anxiété, elle, n'est pas vécue au même degré par tout le monde. La peur a traversé les siècles et les évolutions de l'homme, mais l'anxiété reste un phénomène contemporain qui frappe particulièrement notre jeunesse. L'OMS le dit, les troubles anxieux sont les troubles mentaux les plus fréquents dans le monde et un adolescent sur deux est touché par l'anxiété. L'accompagnement et le soutien sont-ils à la hauteur de ces données connues depuis un moment maintenant? Encore tabou mais toujours de plus en plus répandu, médecins et scientifiques sont nombreux à se pencher sur le sujet. Toutefois, les diagnostics tardent à tomber et ceux qui en souffrent gardent le silence pendant quelques années, enfouissent leurs maux et repoussent la prise en charge. Pour finalement se résilier sur son sort, l'anxiété sera toujours à mes côtés. Conseils anti-stress sur les réseaux sociaux, yoga, méditation, compléments alimentaires ou encore coloriage anti-stress, les astuces pour trouver la sérénité affluent, mais suffisent-elles? Angoisse généralisée, phobie, insomnie, les conséquences de l'anxiété sont nombreuses. Alors prenons du recul, posons-nous les bonnes questions pour comprendre les mécanismes, les symptômes de l'anxiété et dégageons des méthodes concrètes et fiables, car à en croire certains, on peut dire ciao à son anxiété, voire elle peut devenir notre amie. À la fin de ce dézoom, je l'espère, vous aurez toutes les clés en main pour comprendre votre anxiété, celle d'un proche et avant tout celle de notre génération. C'est comme si je mettais la tête sous l'eau, le son paraît plus lointain et en fait, je commence à être toute seule dans ma tête, à un peu amplifier ce qu'on est en train de me dire, à y réfléchir, à le tourner dans tous les sens et enfin c'est à y réfléchir, voilà, dans tous les sens et c'est catastrophique. En général, c'est un puissant fond où je m'enfonce au fur et à mesure. Mais alors, qu'est-ce que l'anxiété? Le stress est une réaction naturelle de l'organisme face à des situations perçues comme menaçantes ou exigeantes. Elle peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale lorsqu'il devient chronique. L'anxiété, quant à elle, est une réaction psychique qui se manifeste par une appréhension ou une peur continue à l'égard d'événements futurs. Contrairement au stress, l'anxiété n'est pas toujours liée à une menace immédiate, mais plutôt à une anticipation de situations perçues comme dangereuses ou stressantes. Cette anticipation constante peut mener à une détresse émotionnelle prolongée, affectant la capacité d'une personne à fonctionner normalement au quotidien. Dès que je me retrouvais entourée d'hommes, autour de moi et cetera et que, bah, je ne les connais pas ou même des fois, parfois que je connais, bah, je me sens pas en sécurité, ça peut me paralyser, j'ai mon cœur qui va s'emballer, je peux me mettre à trembler, je peux avoir envie de pleurer. C'est un moment où je vais être paralysée par l'anxiété parce que j'ai peur de ce qui peut se passer, j'ai peur de ce qu'on peut me faire, enfin c'est voilà, là c'est un manque de sécurité, mais du coup qui s'explique parce que j'ai pu vivre avant avec certains hommes malheureusement. Les troubles anxieux. C'est le stade d'après. L'INSERM dit une personne souffre de troubles anxieux lorsqu'elle ressent une anxiété forte et durable, sans lien avec un danger ou une menace réelle qui perturbe son fonctionnement normal et ses activités quotidiennes. Et toujours selon l'INSERM, il débute souvent dans l'enfance et l'adolescence. Mais alors que se passe-t-il mécaniquement, chimiquement ou biologiquement dans notre cerveau quand l'anxiété arrive? Lorsqu'un danger se présage, notre organisme se défend et se modifie. Accélération du rythme cardiaque, troubles du sommeil, transpiration excessive, respiration saccadée, bref, le corps réagit et c'est naturel. Mais quand ces pics de stress avec les modifications corporelles qui viennent avec s'intensifient, voire perturbent le quotidien, le travail, les relations sociales, on parle alors de troubles anxieux. Un jour ça s'est déclenché de façon très violente, des tremblements, de la tétanie, et je me suis même mise à mousser de la bouche comme si j'avais pris du cyanure, donc c'était un peu impressionnant pour, ma famille, ce jour-là. Ils s'y attendaient pas, c'était la première fois. Puis beaucoup d'hyperventilation puisque je suis asthmatique. Progressivement, ces troubles mènent à une anticipation des dangers potentiels, voire à se couper du monde extérieur. Plusieurs troubles psychiatriques peuvent être déjà présents indépendamment du trouble anxieux. Par ailleurs, des complications peuvent apparaître à la suite de cette anxiété, à l'image de la dépression jusqu'aux tentatives de suicide. Progressivement, ces troubles mènent à une anticipation des dangers potentiels, voire à se couper du monde extérieur. Plusieurs troubles psychiatriques peuvent être déjà présents indépendamment du trouble anxieux. Par ailleurs, des complications peuvent apparaître à la suite de cette anxiété, à l'image de la dépression jusqu'aux tentatives de suicide.
Moi, ça va se ressentir surtout physique. J'ai des gros problèmes de dos, d'articulation, ça m'a fait du coup de l'hyperventilation, sur mes crises d'angoisse, de la tétanie. Mais alors, qu'est-ce qui déclenche l'anxiété? Quand j'étais jeune, ce qui a déclenché mon anxiété, c'était, bah, donc surtout le futur incertain. Je savais pas ce que je voulais faire. En général, quand j'avais une idée de métier, bah, c'était pas ça pouvait pas forcément aboutir pour plusieurs raisons. J'étais très mauvaise à l'école et j'ai eu beaucoup je me suis un sentiment d'infériorité là-dessus, ce qui s'est amélioré et beaucoup d'anxiété sociale aussi, je pense. Je suis pas forcément à l'aise, par exemple dans les salons, ou dès qu'il y a beaucoup de monde que je ne vais pas connaître, des soirées, quand je vais rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. Comme on l'a dit précédemment, l'anxiété est un problème majeur chez les jeunes. Et l'une des principales causes de cette anxiété est la pression scolaire. Cette angoisse est exercée par différents facteurs. Les lycéens, nous avons Parcoursup, une plateforme qui permet aux étudiants de s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Cet aspect de compétition peut se révéler néfaste pour la santé mentale, car il incite les jeunes à se comparer aux autres. Dans le travail et les études, je vais, constamment me comparer, aux personnes qui ont un niveau au-dessus du mien. Voilà, me descendre un peu plus, me remettre en question constamment, me dire que je fais pas assez bien et cetera. J'ai beaucoup de mal à accepter le fait de bien faire et je vais très peu me récompenser quand je fais bien. C'est voilà, là, je pense que là-dessus, ça se traduit un peu comme ça. J'ai du mal à être reconnaissante envers moi-même. Aussi la pression familiale, bien que les étudiants se mettent une énorme pression pour réussir, le cadre familial peut également devenir une source de stress, notamment lorsque les attentes sont élevées. Enfin, nous avons la pression sociale. La pression sociale joue aussi un rôle dans l'anxiété des jeunes face à l'avenir, particulièrement dans le monde dominé par les réseaux sociaux. Mais alors, santé mentale rime aussi avec inégalité. Selon la Haute Autorité de la Santé, 21% des adultes présenteront au cours de leur vie des troubles anxieux et les femmes y sont 2 fois plus sujettes. Mais pourquoi des personnes sont-elles plus vulnérables aux troubles anxieux? L'INSERM relève plusieurs facteurs. Génétique d'abord, mais c'est un peu plus subtil que ça car le gène de l'anxiété n'existe pas, alors disons plutôt que c'est familial. Une histoire de famille ou bien un schéma psychologique des parents qui se répète chez les enfants. L'INSERM parle alors d'apprentissage de la peur. Alors déjà, j'ai un père qui est, traité pour l'anxiété et une mère qui est, très stressée et très stressante, Il y a aussi les facteurs psychologiques, on retrouve les traumatismes et les addictions avec la consommation de drogue, d'alcool, de médicaments, ou bien l'association avec d'autres maladies non psychiatriques et autres troubles psychiatriques déjà préexistants. j'ai subi, quelques abus quand j'étais petite, à l'école, dans la famille, donc je pense que ça a pu aider à déclencher. J'avais un souci, de confiance en moi aussi, dès que je me retrouvais seule, je pouvais me mettre à paniquer, voilà. Donc je pense que ça s'est déclenché jeune, mais ça s'est vu plus tard. Nous avons parlé des éléments déclencheurs, de ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'anxiété arrive. Maintenant, faisons un point sur un type d'anxiété bien particulier, l'anxiété sociale. En cas d'anxiété sociale, manger, parler en public devient difficile, voire impossible, et faire de nouvelles rencontres devient très compliqué. Tout cela est d'abord lié à un manque de confiance en soi, mais pas que. C'est aussi lié à l'idée de ressentir une gêne, une humiliation, un rejet ou encore un mépris lors des interactions avec d'autres individus. J'essaie d'être un peu plus spontanée, faire de nouvelles choses et cetera, mais il y a toujours une appréhension en amont, de ce qu'on peut penser de moi, de si je vais réussir et cetera. De comment ça va se passer. En fait, si j'ai pas toutes les clés en main, toutes les informations et que je peux pas prédire comment ça va se passer, ça peut vite, me rendre anxieuse. Les relations sociales sont complexes et demandent un effort multitâche à notre cerveau. Échanger avec autrui, écouter, réfléchir, s'exprimer, tout cela en même temps. En cas de conversation, la quasi-totalité de notre cerveau est monopolisée. Seulement les personnes souffrant d'anxiété doivent en même temps gérer leurs peurs et angoisses qui tentent de ressurgir. C'est alors une ébullition d'émotions, une tempête sans répit. Souvent calme de l'extérieur, le cerveau de l'anxieux ne s'arrête pourtant jamais. Je me considère encore un peu, comme introvertie, même si, d'extérieur apparemment je n'ai pas ces retours-là. Mais dans ma tête, c'est toujours, un méli-mélo de pensées, de comment on me perçoit et cetera. Enfin, beaucoup de mal-être dès que je rencontrais des personnes que je ne connais pas ou même des fois que je connais. Lorsque l'anxiété n'est plus que psychique mais aussi physique, lorsque ton corps te laisse clairement sous-entendre que ton anxiété prend le dessus, il faut consulter et mettre des mots sur nos mots. Selon l'OMS, dès qu'il y a des symptômes d'anxiété, il faut consulter. Le terme consulter ou voir un psychologue peut faire peur. Toutefois, la thérapie par la parole avec un professionnel de la santé mentale a fait ses preuves et est toujours recommandée. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend lors d'une thérapie? D'abord, il y a des nouvelles manières de réfléchir, des stratégies d'adaptation et d'appréhension de l'anxiété. En gros, on vous donne les clés pour apprendre à faire face aux situations, aux événements, aux personnes ou aux lieux qui déclenchent votre anxiété.
Les antidépresseurs qui sont parfois prescrits par des professionnels de la santé mentale permettent aux personnes souffrant d'anxiété importante et de troubles anxieux d'apaiser leurs émotions. Néanmoins, ils ne remplacent pas une thérapie avec un psychologue et ne sont pas recommandés systématiquement, notamment en cas de troubles anxieux de faible intensité où seules les thérapies cognitivo-comportementales suffisent. Notre mode de vie a évidemment des conséquences sur notre santé mentale. Quoi qu'on en pense, le corps et la tête sont liés, alors prendre soin de sa tête passe avant tout par prendre des précautions alimentaires et sportives et faire du bien à notre corps, tout simplement. Le psychiatre français Antoine Pellissolo écrit que l'anxiété serait indispensable à notre survie. En augmentant notre vigilance, les personnes ayant de l'anxiété développeraient alors une forme d'hypervigilance, permettant une détection et une anticipation plus efficace des dangers. L'hypervigilance s'adapte donc à vos peurs, aux angoisses, votre histoire et à vos traumatismes. Toujours selon ce même psychiatre, lorsqu'il y a trop de stress, on est submergé. Le cerveau est alors plus concentré sur les dangers qu'il perçoit que sur les autres tâches à accomplir. Le mauvais stress, celui qui génère de l'anxiété et des crises d'angoisse. Mais si on suit la théorie du U inversé, l'augmentation de la tension mentale permet celle des performances. Le bon stress générant motivation, stimulation et concentration. Après un stress, le cerveau s'autorégule. Par exemple, si vous avez peur des chiens, vous allez angoisser lorsque le chien va passer à côté de vous, mais plus celui-ci va s'éloigner, plus vous allez regagner votre calme. Ok, mais là c'est pour une situation à un instant T. Si par exemple les études vous génèrent une grande source de stress, cette autorégulation est compromise car ce que votre cerveau perçoit comme un danger, ici les partiels, reste des jours voire des mois. Le stress devient alors chronique. Le cerveau dispose d'une seconde technique de régulation, celle-ci consciente. Reprenons l'exemple du chien. Je vois un chien, il passe à côté de moi, je sens les angoisses qui montent et mon anxiété qui fait surface. Toutefois, j'arrive après analyse de la situation à reprendre contrôle et avec mon dialogue interne à me rassurer. Mais en cas de trouble anxieux, c'est là que la faille se trouve. Ces méthodes de régulation du stress ne sont pas suffisantes. Le raisonnement, la conscience et la volonté ne suffisent pas à calmer les réactions émotionnelles et de stress, rappelle Antoine Pellissolo. Et c'est donc là que notre cerveau passe d'ami à ennemi. Le stress post-traumatique en est un parfait exemple. Notre mémoire émotionnelle associe des alertes danger ou traumatisme d'une situation à une autre. Mais alors revenons sur notre question du tout début, l'anxiété peut-elle devenir notre amie? Théoriquement, peur et anxiété sont des termes négatifs car leurs conséquences physiques ou mentales ne sont pas très agréables. On peut alors se demander pourquoi les amateurs de peur récréative vont par eux-mêmes chercher des ressentis avec des sensations fortes ou bien des films d'horreur par exemple. L'anxiété provoquée par un danger imminent devient une source de plaisir pour eux. En effet, les sensations physiques générées par la peur et la joie ne sont pas si différentes, mais à l'extrême, elles restent toutefois bouleversantes. Ce dézoom nous a permis de comprendre que l'anxiété est utile pour notre survie, que les mécanismes de régulation sont là pour la canaliser, mais en cas de dépassement de ces mécanismes, le trouble apparaît. Plusieurs facteurs alimentent l'anxiété des jeunes face à leur avenir, comme évoquer la pression scolaire, la pression familiale ou encore la pression sociale sont des causes majeures qui mènent souvent à des crises d'angoisse répétitives et des épisodes de panique de plus en plus bouleversants. Mais vous n'êtes pas seul, des solutions existent notamment à travers la gestion de soi, la maîtrise des émotions et l'accès à un soutien psychologique. Je me sens quand même assez comprise aussi, parce que là, je pense que c'est une génération qui est plus ouverte à la santé mentale et à toutes ces choses-là. On n'est plus dans le déni de ça et c'est une génération un peu plus évoluée là-dessus et plus informée. Sur TikTok, Instagram ou encore en podcast, les conseils affluent pour s'émanciper de son anxiété. Il faut adapter les conseils, les astuces que l'on trouve à soi, à sa propre manière de fonctionner. Mais par cette démocratisation par Internet, les langues se délient et ça c'est évident. La thérapie par la parole avec un professionnel reste le meilleur moyen de remonter aux racines et aux sources de son anxiété pour mieux la traiter. Ainsi, on met en place sa propre méthode de régulation adaptée à son histoire, ses peurs et ses angoisses. Alors non, la résilience face à une anxiété qui vous gâche la vie n'est pas la seule porte de sortie, il en existe bien d'autres. C'est quand même, je refuse de me bloquer parce que là, tout de suite, je suis un peu paralysée, que je me sens mal. En fait, je me dis toujours, faut y aller. Enfin, j'ai qu'une vie, faut que je fonce. Et puis voilà. Et à force de faire semblant, ça deviendra naturel. Donc, ça fait quand même très longtemps maintenant, quelques années, que je m'empêche de me bloquer pour ça. Et en général, je fonce quand même tête baissée.